C'est un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle édition sur Business 24 Africa, présent les titres de l'actualité. La nouvelle opération de mobilisation des ressources financières lancée par le fonds PEPT s'élève à 60 milliards de francs CFA. Elle facilitera l'accès à l'électricité à l'ensemble des populations vivant dans les localités électrifiées de la Côte d'Ivoire. La deuxième session ordinaire du Conseil économique, social, environnemental et culturel s'est ouverte ce jeudi matin. Pendant plusieurs semaines, les conseillers vont débattre des sujets stratégiques. Et une formation destinée à 132 journalistes et patrons de presse a été lancée sur la couverture éthique des élections et la gestion durable des entreprises de presse. Les détails sur cette formation dans un instant. Nous ouvrons l'actualité avec cette information. 60 milliards de francs CFA, c'est la nouvelle opération de mobilisation des ressources financières lancée par le fonds PEPT ce jeudi à Abidjan. C'est une initiative qui s'inscrit dans le programme social du gouvernement et ce dans le cadre de sa vision Côte d'Ivoire 2030. Il a pour principal objectif de faciliter l'accès à l'électricité à l'ensemble des populations vivant dans les localités électrifiées de la Côte d'Ivoire. Des détails supplémentaires avec Mondésir Nascimento. Après un taux de couverture nationale en électricité de 95,67%, la Côte d'Ivoire est classée parmi les pays africains les plus éclairés et connectés. Malgré ce rang dans le peloton de tête, le pays rêve d'accélérer la poursuite du programme de raccordement des ménages les plus défavorisés au réseau électrique national. D'ici 2030, le pays ambitionne éclairer tous les derniers villages du territoire national. C'est tout l'enjeu de la deuxième opération de titrisation sociale d'un montant de 60 milliards de francs CFA. Dénommé FCTC EPT 2025-2040, l'emprunt obligataire vise à mobiliser un montant de 60 milliards de francs CFA répartis en 3 tranches de maturité de 7,10 et 15 ans, rémunérés respectivement à 7,50%, 8% et 8,5%. Cette opération, qui est une réussite, va significativement améliorer la compétitivité des entreprises. Selon Mamadou Sangafoua Koulibaly, ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, l'opération est également une opportunité pour les populations ivoiriennes d'investir de façon responsable et solidaire. La titrisation des créances du PEPT lancée pour la première fois à fin de l'année 2023 a démontré qu'il est possible de mobiliser des ressources importantes sur le marché financier pour soutenir un programme social. Cette opération pionnière a montré que la finance peut se mettre au service du social et contribuer directement à l'inclusion énergétique. C'est un motif de fierté pour notre pays. Aujourd'hui, avec la phase 2, nous confirmons la pertinence de cette démarche, car elle permettra de consolider la crédibilité de ce mécanisme innovant. Le PEPT a permis de raccorder dans sa globalité plus de 2,5 millions de foyers à fin juillet 2025. Au cours de la cérémonie, le président du comité de gestion du fonds PEPT, Zahalo Siloué, a annoncé que la nouvelle cagnotte financera la réalisation de 400 000 nouveaux branchements sur la période 2024-2027. Le PEPT a adapté ses prestations sur le terrain pour répondre aux demandes de la population. C'est par exemple l'augmentation du nombre de types de connexions au réseau qui, depuis septembre 2023, le PEPT a proposé 10 nouvelles connexions pour mieux couvrir les activités professionnelles génératrices de revenus et d'autonomisation de la femme en milieu rural et périurbain. Les fonds obtenus contribueront à financer le raccordement de 400 000 ménages à faible revenu supplémentaires au réseau national au cours des 4 prochaines années. Depuis plus de 20 ans, le groupe de la Banque mondiale soutient la vision du gouvernement ivoirien en vue d'améliorer durablement le secteur énergétique et soutenir sa stratégie de développement. Il est bon de rappeler que cette nouvelle émission intervient dans le sillage du succès de la première transaction conduite du 30 octobre au 20 novembre 2023 d'un montant équivalent à 60 milliards de francs CFA par ALC Titrisation, société de gestion du FCFT EPT.
La deuxième session ordinaire du Conseil économique, social, environnemental et culturel s'est ouverte ce jeudi matin en présence des représentants du président de la République, des membres du gouvernement, du corps diplomatique et de la délégation étrangère venue du Bénin, de la Guinée équatoriale. Pendant plusieurs semaines, les conseillers vont débattre de sujets stratégiques comme l'économie bleue, la bonne gouvernance et l'éducation, afin de formuler des recommandations concrètes pour accompagner le gouvernement et renforcer la cohésion nationale. Le témoignage de Konena Norogo. La deuxième session ordinaire du Conseil économique, social, environnemental et culturel s'est ouverte ce jeudi 18 septembre 2025 en présence du haut représentant du président de la République. À ses côtés, des présidents d'institutions et plusieurs membres du gouvernement, le corps diplomatique ainsi que 2 délégations étrangères, les présidents des conseils sociaux du Bénin et de la Guinée équatoriale. Institution consultative et pilier du dialogue démocratique en Côte d'Ivoire, le CESEC entend jouer pleinement sa mission, celle d'analyser, débattre et porter la voix des forces vives de la nation. Et pour cette deuxième session ordinaire, les conseillers auront à se pencher sur des thématiques majeures, notamment l'économie bleue, la bonne gouvernance et l'éducation dans un contexte marqué par des grands enjeux politiques et sociaux à l'approche de la présidentielle d'octobre 2025. Les thèmes retenus pour les travaux de cette session témoignent de la lucidité avec laquelle notre institution appréhende les problématiques majeures qui traversent la société ivoirienne. En effet, les défis contemporains exigent des analyses rigoureuses et des approches pluridisciplinaires à même de nourrir des politiques publiques efficaces et incisives. C'est dans cette perspective que s'inscrivent les réflexions engagées par nos commissions thématiques. Ainsi, la Commission des affaires sociales et culturelles a choisi pour cette session de porter son attention sur une question particulièrement préoccupante: grossesse en cours de scolarité, défis et enjeux socio-économiques. Ce thème d'une brûlante actualité met en lumière un phénomène aux impacts multiples et durables. Les grossesses précoces ou non désirées en milieu scolaire ne constituent pas seulement un problème de santé publique ou d'éducation. Elles posent un véritable enjeu de développement humain en compromettant l'avenir de milliers de jeunes filles, en accentuant les inégalités de genre et en fragilisant le tissu social. Avec 120 conseillers, les travaux de cette deuxième session ordinaire au titre de l'année 2025 du CESEC devront aboutir à des recommandations fortes pour bâtir une Côte d'Ivoire plus solidaire et durable. L'Office national de l'état civil et de l'identification a célébré la journée internationale de l'identité le 16 septembre à Abidjan. L'événement, placé sous le thème « Mon identité, mon parapluie » vise à rappeler le droit de chaque citoyen à une identité reconnue et sécurisée. Michel Beau. Mon identité, mon parapluie, c'est la thématique au cœur de la célébration de la journée internationale de l'identité voulue par l'Office national de l'état civil et de l'identification. Faire des populations des citoyens jouissant pleinement de leurs droits était le sens porté à ce rendez-vous pour sensibiliser le public sur l'importance de cette initiative. L'ONESI a saisi cette occasion pour présenter les efforts fournis dans le cadre de la modernisation des services d'identification et d'état civil pour garantir une identité sécurisée à tous. La célébration a été marquée par des panels de sensibilisation, mais aussi la présence d'une quarantaine de jeunes venus de Yamoussoukro, d'Aboasso et Abobo Baouli pour l'établissement de leur carte nationale d'identité. Une identité, si elle n'est pas légale, elle ne peut pas servir à grand-chose. Et donc faire en sorte que tout le monde, tous les citoyens soient identifiés. Donc c'est dans ce cadre-là que le 16 septembre a été choisi à dessein, parce que c'est l'objectif 16.9 des Nations Unies pour faire la promotion de l'identification, pour que tout le monde, tous les citoyens se rendent compte que autant ils existent, autant ils doivent avoir une identité légale. Et c'est ce que nous avons rappelé ici aujourd'hui,
Et nous faisons un effort pour que cette date soit commémorée exactement à la date. Mais surtout, ce qu'il faut retenir, c'est la sensibilisation qui est derrière pour que toutes ces personnes qui ont été invitées ici aujourd'hui puissent vraiment comprendre que l'identité est un élément fondamental de leur existence. Je voudrais rappeler que ces enfants sont également des personnes bénéficiaires du régime d'assistance médicale. C'est pourquoi tout à l'heure, l'ambassadeur l'a indiqué, quand ils sont enrôlés, ils ont leur carte, ils peuvent avoir accès aux soins de santé de la CMU et gratuitement. La campagne de l'ID Day a été lancée par ID for Africa lors de la 4e réunion annuelle du mouvement à Abuja, au Nigeria, en avril 2018. Elle vise à remédier à l'absence d'une journée de commémoration dédiée à l'identité, qui est un droit fondamental et une nécessité pratique à l'ère du numérique. Une autre célébration, celle de la Journée mondiale de la protection de la couche d'ozone. Une commémoration placée sous le thème « De la science à l'action globale » et organisée à Koumansi par le ministère de l'Environnement et du Développement durable en partenariat avec l'ONU Environnement. Les généraux Akwadio étaient présents lors de cette cérémonie. Située entre 15 et 30 km d'altitude, la couche d'ozone agit comme un bouclier naturel. Elle filtre les rayons ultraviolets nocifs du soleil et protège ainsi la vie sur Terre. Chaque 16 septembre, le monde entier célèbre la Journée internationale de la protection de la couche d'ozone pour rappeler l'importance de la préserver. En Côte d'Ivoire, autorités, partenaires techniques et ONU Environnement ont marqué l'événement dans la commune de Koumassi autour du thème de la science à l'action globale. Ils ont insisté sur l'importance de sensibiliser les populations. Avec ce thème de cette année, nous célébrons les contributions que la science a apportées et continue d'apporter à ce jour dans la mise en œuvre du protocole de Montréal pour les efforts de la protection de la couche d'ozone. Il convient de souligner que ce protocole est un outil actif qui nous aide à réaliser notre vision du développement durable à l'échelle mondiale. Au nom du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, la coordinatrice du Bureau national ozone a rappelé que la protection de la couche d'ozone est une réussite collective, mais qu'il reste encore des efforts à fournir. Les scientifiques tirent à nouveau la sonnette d'alarme. Nous courons vers une élévation des températures mondiales de 1,5 degré Celsius par rapport au niveau pré-industriel. Chaque fraction de degré est importante, chaque seconde compte. En cette journée internationale de la protection de la couche d'ozone, réaffirmons notre engagement en faveur de cette protection et de la préservation de la planète pour les générations à venir. Cette célébration s'est achevée par une parade de sensibilisation dans les rues de la commune de Koumassi, avec pour objectif de mobiliser davantage les populations autour de la protection de la couche d'ozone. Nous poursuivons l'actualité. PondBridge Canada et l'Association de gestion des ports de l'Afrique de l'Ouest et du Centre ont organisé à Abidjan le lancement du tout premier forum Afrique-Canada sur l'industrie portuaire et l'économie bleue, dénommé Cap Bleu 2025, prévu du 11 au 13 novembre prochain à Moncton au Canada. L'événement marque une étape importante dans la redynamisation des échanges transatlantiques. Ce lancement a réuni les acteurs portuaires, représentants gouvernementaux et s'est tenu en marge des célébrations du 75e anniversaire du port autonome d'Abidjan. Eunice Bogo. Le lancement officiel du Forum Afrique-Canada sur l'industrie portuaire et l'économie bleue à Abidjan est un événement majeur pour le développement économique de l'Afrique. Cet événement permettra de renforcer les liens entre les acteurs économiques africains et canadiens et d'explorer les opportunités d'investissement dans le secteur maritime et portuaire. Le forum Canada-Afrique sur l'industrie portuaire et l'économie bleue est un projet qui vient concrétiser une vision lancée par le gouvernement fédéral du Canada, qui est celle justement d'une stratégie qui est contenue dans la stratégie Canada-Afrique du 6 mars
2025 et de la stratégie New Brunswick-Afrique du 8 mai 2025. L'ensemble de ces deux stratégies-là arrivent pour essayer justement d'élaborer et de tracer comme une sorte de feuille de route et de tracer dans une feuille de route, et le forum arrive donc justement comme étant la chaire qui vient donc donner du contenu justement à cette stratégie-là. Le forum, c'est une opportunité exceptionnelle de recréer des liens économiques et commerciaux entre probablement un des plus grands marchés du futur, qui est le marché africain, le marché où on a la population la plus jeune, la population qui va se développer le plus, et donc le Canada cherche une opportunité exceptionnelle de retisser des liens économiques et commerciaux avec l'Afrique. Et ce forum, c'est vraiment une rencontre des potentiels d'affaires. Ce forum qui doit se tenir du 11 au 13 novembre 2025 au Nouveau-Brunswick s'inscrit dans le cadre d'une stratégie de diplomatie économique qui se justifie par le lancement de la stratégie Afrique du Canada et la stratégie Afrique du Nouveau-Brunswick. Donc d'un point de vue diplomatique et politique, il y a un intérêt du Canada pour l'Afrique. Le Forum Afrique-Canada sur l'industrie portuaire et l'économie bleue, après son lancement officiel à Abidjan, se tiendra du 11 au 13 novembre à Moncton au Canada. Cet événement promet d'être un moment clé pour les acteurs économiques africains et canadiens, avec des discussions approfondies sur l'opportunité d'investir et de coopération dans le secteur maritime et portuaire. Pour les futures élections présidentielles 2025 en Côte d'Ivoire, une formation destinée à 132 journalistes des patrons de presse a été lancée le mardi 16 septembre à la Maison de la Presse autour du thème « Couverture éthique des élections et gestion durable des entreprises de presse » initiée par le FDFP et le GPCI et financée à hauteur de 20 millions de francs CFA. Elle vise, cette formation, à renforcer les compétences des journalistes pour une information fiable, éthique et responsable, surtout en période électorale. Sandrine Kwame était de la partie. La Maison de la Presse d'Abidjan a accueilli un événement clé pour le paysage médiatique ivoirien avec le lancement d'une formation destinée à 132 journalistes et patrons de presse. L'objectif de cette initiative est de renforcer les compétences pour une couverture éthique des élections et une gestion durable des entreprises de presse. Dans un contexte où les élections approchent, votre rôle, chers bénéficiaires, est crucial. Chaque article, chaque reportage, chaque image contribue à construire soit la cohésion, soit la division. La responsabilité citoyenne qui vous incombe est donc immense. Nous comptons sur vous pour être des remparts contre la désinformation, la manipulation et les discours haineux. Le ministre de la Communication a rappelé l'importance d'une presse responsable en période électorale. Le gouvernement fait son travail. On interpelle les gens qui commettent des délits, qui violent les règles d'éthique et de déontologie de la presse, alors que la modification de la loi sur la communication audiovisuelle les invite à s'y conformer. Donc, il n'y a rien dedans qui vienne entraver la liberté d'expression ou la liberté de la presse. Et devant vous, je voudrais que cela soit dit, que cela soit compris et que vous soyez les défenseurs des règles d'éthique et de déontologie dont vous-même vous êtes dotés. Le parrain de l'événement, Kobenon Kwasi Adjoumani, ministre d'État, a encouragé les journalistes et a rappelé le rôle des médias dans la société. Je voudrais donc encourager les journalistes ici présents et ceux qui sont ailleurs à s'approprier pleinement cette formation, à en faire un outil de transformation de leurs pratiques et à devenir des vecteurs de paix, de vérité et de progrès. Ce programme de formation témoigne de la volonté des autorités et des acteurs du secteur de professionnaliser les médias ivoiriens afin que l'information devienne un véritable pilier du débat démocratique et un vecteur de citoyenneté responsable.
Le salon de l'auto, deuxième édition, s'est ouvert le 11 septembre 2025 au parc des expositions d'Abidjan. Et durant 5 jours, les entreprises automobiles ont montré leur savoir-faire en exposant les nouveaux véhicules. D'autres entreprises comme Finel et Ferili, deux filiales de Cofina, ont pris part à ce salon pour présenter leurs offres adaptées aux entrepreneurs et aux particuliers. Une stratégie orientée vers le développement du secteur des voitures. Philippe Zabo, notre reporter, les a suivis durant une journée. L'industrie automobile, levier de croissance solidaire au service du développement de la Côte d'Ivoire. Tel est le thème de la deuxième édition du Salon de l'Auto d'Abidjan. Un thème dans lequel s'inscrit Finel, filiale du groupe Cofina, qui propose des solutions de financement adaptées aux entrepreneurs. En tant qu'entreprise engagée et citoyenne, Finel incarne espoir et innovation, soutenant les entrepreneurs et les acteurs locaux en vue d'obtenir un véhicule. Sa participation au salon fait rayonner la Mésofinance comme moteur du développement national. Nous sommes présents au salon de l'automobile d'Abidjan pour présenter nos différentes solutions de financement dédiées à acquérir des véhicules pour les entrepreneurs et pour les salariés. Pour les entrepreneurs, ce seront des solutions de financement qui vont les aider à acquérir de nouveaux véhicules qui permettront de développer in fine leur activité, que ce soit pour livrer de la marchandise d'un point A à un point B. Et pour les salariés, bien sûr, ce seront des solutions pour pouvoir tout simplement acquérir des véhicules qui leur permettront de se déplacer facilement dans notre environnement actuel. C'est un plaisir pour nous d'être là et de vous présenter toutes ces solutions-là, en plus de nos solutions classiques de crédit et d'épargne pour accompagner tous ceux qui viennent ici dans le développement de leur activité. Au salon de l'auto, le stand de Finel n'a pas désempli. Les visiteurs, après avoir rencontré les commerciaux de l'entreprise, ont promis revenir. Lors de l'entretien, ce qu'elle m'a dit, c'est que Finel est prêt à accompagner les entrepreneurs par des financements. Et puis, je parle essentiellement de mon activité par des financements. Et il y a pas mal d'offres excellentes qu'elle m'a présentées. Donc, j'ai beaucoup apprécié la présentation de Finel et le fait que ça nous permet d'avoir une épargne simplifiée, on va dire, où c'est le personnel qui vient vers toi pour t'obliger en quelque sorte à épargner, on va dire. Et il y a aussi le volet international de la chose. À côté de Finel, Ferili, le comptoir commercial du groupe Cofina, proposait des solutions financières pour transformer les biens comme les véhicules en opportunités d'investissement et en liquidité. Ferili est aujourd'hui au salon de l'automobile pour apporter un financement à tous ceux qui sont dans le domaine de l'automobile et aussi à ceux qui ont d'autres besoins. Donc vous venez avec un bien, un véhicule, vous le stockez chez nous pour une période de 3 mois et nous on vous remettra l'argent qui correspondra à ce bien. Ferili est le nouveau nom de Cash Deal, une filiale du groupe Cofina au même titre que Finel. Le district autonome des Savanes veut séduire les investisseurs. Du 11 au 13 septembre, Korogo a accueilli la deuxième édition de la semaine de valorisation et de promotion de l'investissement dans les pôles économiques compétitifs. 3 jours d'échanges, de panels et de rencontres B2B pour mettre en avant les atouts des régions du Poro, du Tchologo et de la Bagoué. L'objectif est clair, faire des agropoles du Nord spécialisés, notamment dans la transformation et l'exportation de la noix de cajou et des fruits, de véritables moteurs de croissance et de développement durable. Le point avec Ouattara Daouda. Le district autonome des Savanes a abrité la deuxième édition de la semaine de valorisation et de la promotion de l'investissement dans les pôles économiques compétitifs, PEC 2025, une initiative du ministère du Commerce et de l'Industrie destinée à positionner les régions du Nord comme de véritables hubs de croissance inclusive et durable. Organisée à Korogo, cette rencontre stratégique a réuni 3 jours. Opérateurs économiques, institutions financières, agences de développement et collectivités locales autour d'un objectif, attirer des investissements structurants dans les régions du Poro, du Tchologo et de la Bagoué. À l'ensemble des partenaires publics et privés pour cette belle initiative qui met en lumière nos régions et valorise les richesses économiques, culturelles et humaines. Le choix des villes de Korogo, Srimachali, Ferke, Sedouko et Bunjali n'est pas fortuit. Classé agropole,
Elles se distinguent de leur spécialisation dans la transformation et de l'exportation des fruits et de la noix de cajou. Garantir le développement. Cette semaine de valorisation des pôles économiques compétitifs vient comme une activité précurseur au forum investi dans le district de Saval qui se tiendra dans quelques jours, précisément le 26 et 27 septembre 2025 à Kororo, et qui rassemblera plus de 1000 investisseurs venant de toutes les contrées du monde. Au programme, panel, conférences, ateliers techniques, rencontres B2B, communication et visites touristiques, l'événement a constitué un cadre d'échange, de réflexion et de mise en réseau entre acteurs économiques et institutionnels. Les journées permettront non seulement de mettre en lumière les opportunités d'investissement des régions concernées, mais également d'échanger sur des thématiques pertinentes, notamment la présentation du concept des pôles économiques compétitifs en région, découvrir les dispositifs mis en place par l'État pour faciliter les investissements en région et présenter les mesures incitatives du Code des investissements. La semaine s'est achevée par un dîner gala marqué par la remise de distinctions honorifiques à des acteurs ayant contribué au rayonnement de leur localité, notamment à la ministre Mariatou Kone. À Agni, à Sikassou, dans la commune de Daokro, les populations se sont retrouvées le vendredi dernier pour célébrer la fête des Ignames, Anaya 2025. Placée sous le thème de l'autonomisation des jeunes et des femmes en milieu rural, la cérémonie a débuté par le rituel d'autorisation et de consommation de la nouvelle récolte. Un moment fort de culture, de solidarité et surtout de partage. Le commentaire est signé Koné Danorgo. À Agni, à Sikassou, la fête bat son plein. Les fils et filles du village, autorités coutumières et cadres se sont mobilisés pour célébrer Anaya 2025, la fête des Ignames. Anaya est célébrée depuis des siècles, en tout cas, par nos ancêtres. Donc on a, je vais dire, on a la 2225e édition, puisque chaque année on fête. Donc là, cette année, l'Anaya a été célébrée autour du thème l'autonomisation des jeunes et des femmes en milieu rural. Et vous avez remarqué qu'il y avait la présence de certains partenaires, notamment des partenaires au développement. Nous avons sacrifié la tradition en célébrant la fête des Ignames. La fête des Ignames qui est rituelle en pays Akan, en pays Baoulé, qui est l'autorisation de consommation du foutou Igname et je veux dire de l'Igname en réalité. Et c'est le chef du village qui donne l'autorisation en étant le premier à déguster la production de nos parents avec d'abord un rituel qu'on appelle la folière. Dans un élan de solidarité, Vincent Kofi a remis des kits scolaires aux élèves du village pour soutenir la rentrée scolaire 2025. Tout ce qui est comme cohésion, entente et vivre ensemble, j'associe toujours mon image. L'Anaya, comme on le dit, c'est ma première fois de participer à la fête de l'Anaya. Hein. Mais ma première fois, ça va vraiment épater. J'invite avec humilité nos hommes politiques à sortir du carcan politique pour s'intéresser de plus en plus aux activités apolitiques et des activités de développement. Au-delà des réjouissances, Anaya 2025 reste un moment de cohésion sociale, de transmission des valeurs culturelles à Caen et de promotion de l'autonomisation en milieu rural. Et nous poursuivons l'actualité avec l'ambiance festive et fraternelle qui a prévalu le week-end dernier à Krenjabo, capitale du royaume Saint-Louis. La localité a accueilli la 10e édition du tournoi de Maracana à Didi, Côte d'Ivoire, une compétition initiée en mémoire d'un jeune passionné de football. Entre sport, solidarité et cohésion sociale, l'événement a réuni population et autorités autour des moments forts. Ambiance de grand jour à Krenjabo, capitale du royaume Saint-Louis. Le village a vibré au rythme de la 10e édition du tournoi de Maracana à Didi, Côte d'Ivoire, organisé en mémoire d'un jeune passionné de football de la localité disparu il y a quelques années. Après une finale âprement disputée, c'est l'équipe de Weli en rouge qui s'impose et décroche le trophée. Nous organisons ce tournoi parce que, vous voyez, Ndak Tanwe
était maracanier. Il est décédé, donc son frère a décidé de lui rendre hommage. Le tournoi est parrainé chaque année par l'opérateur économique Adou Habib, cadre du Sud-Congo. Pour cette édition, il s'est fait représenter. Nous sommes venus encore parrainer cette cérémonie qui est aujourd'hui la finale. Cette finale que vous avez constatée, les deux équipes sont départagées avec 3-3 et c'est au tir au but qu'il a eu un vainqueur. Il fallait un vainqueur pour ce tournoi. Et comme chaque année, le volet social n'a pas été oublié. Grâce au soutien de Mme Adou Habib, une tombola a permis à plusieurs personnes de repartir avec d'importants lots. Le gagnant du Super Bowl de l'Opérateur, alors je suis très heureux en ce moment parce que je n'y attendais pas. Entre sport, solidarité et fraternité, le tournoi Adidi Côte d'Ivoire continue d'écrire son histoire à Krenjabo. Rendez-vous est déjà pris pour la 11e édition. Et nous terminons en images en marge de l'Africa World Week qui se tient pour la première fois à Accra du 15 au 18 septembre. Le ministre de l'Énergie et de la Transition verte, John Abdoulaye Djinapor, a annoncé l'arrivée prochaine de plus de 3,5 milliards de dollars d'investissement dans l'amont pétrolier. Une première enveloppe de 2 milliards de dollars déjà signée en juin entre Tullow, Cosmos et la Société publique de pétrole du Ghana financera le forage de 20 nouveaux puits et la modernisation des champs offshore Jubilé et TEN dont les réserves arrivent à maturité. Et c'est la fin de ce journal. J'ai pris plaisir à vous le présenter. Merci de votre aimable attention. Le programme se poursuit sur Business 24 Africa. D'ici là, portez-vous bien.